Il n'y a pas d'endroit au monde aussi unique que celui-ci. Une terre lointaine où la nature est grandiose, singulière et pleine de mystères. Chaque espèce porte l'empreinte d'une organisation, d'une singularité absolue, d'une perfection évolutive. Quel mystère se cache derrière ces êtres qui exhibent la marque d'une créativité sans limite? Ensemble, explorons et écoutons les histoires qui n'ont jamais été contées. Bienvenue dans l'Australie sauvage, les prédateurs, la lutte pour la survie et la magnifique beauté de la nature. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et dites-nous, l'hiver chez vous est-il aussi glacial que celui de l'Antarctique? Partagez vos impressions dans les commentaires. Allez, c'est parti! Situé dans l'hémisphère sud, l'Australie est le continent le plus sec et le 6e plus grand en superficie terrestre au monde, avec environ 7,7 millions de kilomètres carrés. Ce territoire se distingue par la diversité de ses paysages, où la nature se présente sous d'innombrables formes vibrantes, de la chaleur torride des vastes déserts à l'humidité dense des forêts tropicales luxuriantes, des rafales de vent froid qui soufflent sur les hautes chaînes de montagnes à l'est, à l'air salé et intense des côtes interminables qui s'étendent sur près de 60 000 km. La rudesse elle-même et la transformation constante du climat ont donné naissance à un riche paysage naturel où les espèces animales ont dû évoluer pour s'adapter à un environnement en perpétuel changement. L'Australie abrite plus de 80% des mammifères, 45% des oiseaux et 93% des reptiles qui sont endémiques, impossibles à trouver ailleurs, des chefs-d'œuvre uniques de l'adaptation. Ces créatures uniques ont survécu et évolué au cours de millions d'années. Ce n'est pas seulement un foyer, mais une scène pour les spectacles grandioses de la vie, soigneusement orchestrés par le grand souffle de l'existence. En commençant notre voyage à travers les riches écosystèmes de cette terre, nous arrivons au désert et aux prairies arides, où la sévérité de la nature semble atteindre son apogée. Cette région couvre environ 35% de la superficie de l'Australie. Pendant la journée, la chaleur torride et la nuit, le froid mordant sont des défis constants. Le sol fissuré et les rafales de poussière qui s'élèvent du sol sont des rappels vivants de la force implacable du climat, des cicatrices du temps. Mais c'est précisément cette rudesse qui transforme ces terres apparemment inhabitables en le foyer d'une créature emblématique, le kangourou. Le kangourou roux est le plus commun et le plus grand parmi toutes les espèces de kangourous. Ils ont une stature impressionnante, atteignant jusqu'à 1,80 m de hauteur et pesant environ 90 kg, surtout les mâles adultes. Leur pelage roux-brun se distingue dans le paysage du désert et aide également à la régulation de la température corporelle sous le soleil ardent. Avec des pattes arrière puissantes et une longue queue qui assure l'équilibre lors des sauts, ils sont capables de couvrir des distances allant jusqu'à 9 mètres en un seul bond. Cette habileté n'est pas seulement une force extraordinaire, mais aussi une stratégie efficace pour économiser l'énergie et survivre dans des conditions arides.
Chaque saut du kangourou semble une danse en harmonie avec la terre, montrant une adaptation remarquable face aux adversités de la nature, un ballet de résilience. Dans la vie en groupe, également connue sous le nom de mobs, les kangourous ne sont pas de simples individus isolés, mais une véritable communauté. Au sein du groupe, ils entretiennent souvent des relations sociales complexes, où les individus les plus grands et les plus forts assument généralement des rôles de leadership. Pendant les saisons sèches, lorsque l'eau et la nourriture se raréfient, les groupes de kangourous se déplacent souvent sur des dizaines, voire des centaines de kilomètres, à la recherche de ressources pour survivre. Les kangourous plus grands assument généralement la direction, utilisant leur sagesse pour localiser les zones humides restantes, ce qui permet au groupe de survivre aux périodes difficiles et de maintenir la vie dans les régions arides du continent, une boussole de la survie. Au sein de leur existence, les mâles kangourous se battent fréquemment pour obtenir le leadership ou attirer une partenaire. Ces batailles sont généralement intenses, avec 2 kangourous utilisant leurs pattes arrière pour se donner des coups de pied tandis que leur queue sert d'appui pour l'équilibre. Les coups puissants peuvent causer de graves blessures, mais ils sont aussi une façon de démontrer leur force et d'affirmer leur position au sein du groupe, une danse rituelle de la puissance. Pour la femelle kangourou, la poche abdominale n'est pas seulement un lieu pour élever le petit, mais aussi un symbole de protection et de sacrifice, comme l'étreinte aimante de la nature, toujours accueillante envers les créatures les plus fragiles lorsque le monde extérieur devient hostile. La poche est le seul refuge sûr pour le petit, le maintenant à l'abri du danger et lui permettant de grandir dans la chaleur et la sécurité. La femelle kangourou prend soin et protège le petit sans relâche jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour affronter seul les défis des terres arides. Plus qu'un symbole, le kangourou est un maillon vital dans l'écosystème unique de l'Australie. Avec son régime alimentaire basé sur l'herbe et les arbustes, il aide à contrôler la croissance de la végétation, prévenant ainsi la croissance excessive qui peut entraîner des incendies de forêt. En cherchant de la nourriture, les kangourous créent de petites dépressions dans le sol, qui retiennent l'eau et servent d'abri aux insectes et aux petits animaux. De plus, ils contribuent à la dispersion des graines par leurs fesses, favorisant la régénération de la végétation. En tant que proie fondamentale pour les dingos et les aigles, les kangourous soutiennent la chaîne alimentaire naturelle et aident à prévenir l'érosion du sol grâce à leurs sauts légers qui minimisent l'impact sur le terrain, une danse de l'équilibre écologique. Fréquemment confondus avec les kangourous, les petits wallabies possèdent également une force surprenante. Ils ressemblent à leurs cousins plus grands, mais sont plus petits, plus agiles et bien plus habiles. Avec un corps compact mesurant en moyenne entre 45 cm et 1 mètre de hauteur, les wallabies ont choisi leur propre chemin, là où les champs ouverts cèdent la place aux montagnes rocheuses et aux terrains accidentés. À chaque saut, le wallaby peut atteindre une distance allant jusqu'à 3 mètres, presque 3 fois sa propre hauteur. Ses pattes arrière puissantes lui permettent de se déplacer avec agilité parmi les fissures rocheuses, comme un véritable danseur né. Dans chaque saut, il semble y avoir une harmonie singulière avec la nature, comme si chaque pierre était parfaitement placée par les forces primordiales pour que le wallaby puisse sauter sans hésitation, une chorégraphie de la survie. Le wallaby n'est pas seulement physiquement spécial, mais il possède également un tour de survie remarquable. Contrairement aux kangourous, ils sont très polyvalents dans leur alimentation. Ils mangent de tout, des feuilles et de l'herbe aux rares petits fruits qu'ils trouvent en chemin. Ce régime alimentaire varié permet aux wallabies de survivre pendant les périodes de pénurie, lorsque la terre devient aride. Mais le wallaby va plus loin, possédant une méthode énigmatique d'alerte contre les prédateurs. Quand il en détecte un, il ne s'enfuit pas immédiatement. Au lieu de cela, il reste immobile
émet un léger sifflement et résonne en frappant doucement ses pattes arrière sur le sol, comme un tambour d'alerte pour que les autres membres du groupe perçoivent la menace, un signal silencieux de danger. Et comme ses cousins plus grands, la femelle wallaby possède également une poche abdominale, un endroit où elle protège et nourrit son petit dès la naissance. Le petit, pesant seulement 1 gramme, trouve seul le chemin vers la poche de sa mère, où il reste au chaud et en sécurité de tous les dangers extérieurs, jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour sauter et explorer le monde sur terre ferme. Sur terre ferme, le wallaby se déplace uniquement en sautant, utilisant ses 2 pattes arrière pour économiser l'énergie. Mais en rencontrant l'eau, il se transforme en un nageur hors pair, bougeant chaque patte avec agilité pour traverser les rivières et les petits marécages. La force ne vient pas toujours de la taille. Les petites pattes du wallaby continuent de sauter par-dessus les défis dangereux, maintenant le rythme de la vibrante symphonie de cette terre sauvage, un témoignage de la résilience. Des zones rocheuses où les wallabis habitent, notre voyage nous mène maintenant aux plaines, forêts sèches et déserts de l'intérieur. Ces vastes et arides terres représentent l'un des environnements les plus extrêmes du continent. Pendant la journée, les températures peuvent atteindre 50 degrés Celsius, avec le sol teinté d'un rouge profond du désert. Mais la nuit, le froid est mordant. Au milieu de ce paysage sauvage et exigeant, il existe une créature qui s'est adaptée et s'est imposée comme un prédateur de haut rang, le dingo. Le dingo était le chien natif caractéristique de cette terre. Cependant, sa classification sous-espèce est sujette à débat. Savez-vous cette curiosité ? Avec une structure svelte, le dingo mesure en moyenne 60 cm de hauteur et pèse entre 13 et 18 kg. Son pelage court de couleur jaune-brun l'aide à se camoufler dans le sol aride et à passer inaperçu auprès des proies. L'odorat aiguisé et la vision perçante sont des outils précieux qui l'aident à chasser dans l'obscurité, des sens affûtés par la nature. Le dingo est un maître dans l'art de la chasse avec une capacité de guet patiente et une technique d'attaque précise. Il chasse tout, des petits rongeurs et lézards, aux proies sont plus grandes comme les kangourous, avec une précision effrayante. Lors des chasses aux kangourous, les dingos organisent lui souvent des meutes, se déplaçant avec agilité et coordination, comme une armée bien entraînée. Les leaders bloquent la voie d'évasion tandis que d'autres encerclent la proie, réduisant progressivement sa vitesse et la guidant vers un piège. Quand la proie est épuisée et s'arrête, le groupe de dingos agit en parfaite coordination, chacun jouant un rôle spécifique pour immobiliser et abattre la proie. L'instinct de survie dans des conditions arides a appris aux dingos non seulement à chasser, mais aussi à résister pendant les périodes de pénurie. Il est capable de se nourrir de carcasses et d'obtenir l'humidité directement des aliments, une résilience dans l'adversité. Dans la rudesse de cette terre, les dingos ne sont pas seulement des prédateurs, mais une communauté forte qui partage la nourriture et se protège mutuellement. C'est le mode de vie en groupe qui permet aux dingos de survivre et de se distinguer comme de véritables dominateurs de cette région sauvage. Cependant, la relation entre le dingo et les êtres humains a toujours été complexe. Pour les peuples aborigènes australiens, le dingo n'est pas seulement une créature sauvage, mais aussi un symbole culturel et spirituel. Ils le considèrent comme faisant partie d'un monde sacré, racontant des histoires sur sa loyauté et son habileté. Cependant, tandis que les aborigènes respectent le dingo, il est considéré comme une menace par les éleveurs de bétail, qui ont été témoins d'attaques sur leurs troupeaux. Ce conflit persiste depuis des siècles, faisant du dingo à la fois une icône culturelle et une cible de chasse et de contrôle. Les dingos portent également une mission. Plus que de simples adaptations à la nature implacable, ils se sont développés comme une partie essentielle de l'écosystème.
Ils maintiennent l'équilibre écologique en contrôlant les populations et en empêchant la croissance excessive de certaines espèces, des régulateurs silencieux de la vie. Entre les vents secs du plateau intérieur, nous pénétrons le territoire de l'émeu. C'est le deuxième plus grand oiseau du monde, juste derrière l'autruche. L'émeu est comme un don délicat de la nature à cette terre aride. En tant que symbole culturel important, l'émeu apparaît sur les armoiries et les pièces de monnaie de l'Australie, ainsi que dans les histoires mythologiques des peuples aborigènes, transmises de génération en génération. La capacité de course de l'émeu est une technique de survie extraordinaire. Ses longues, fortes et musclées pattes lui permettent d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 50 km/h, l'aidant à échapper aux prédateurs et à traverser de vastes zones à la recherche de nourriture et d'eau, une danse de la vitesse. Notablement, pendant les saisons sèches, l'émeu peut survivre plusieurs jours sans avoir besoin d'eau, s'adaptant aux conditions arides. Mais l'aspect le plus spécial de l'émeu est le rôle des mâles dans le soin des petits, une caractéristique rare dans le monde animal. Après que la femelle a pondu les œufs, le mâle assume la responsabilité de les couver pendant environ 8 semaines, ne quittant presque jamais le nid et se nourrissant rarement. Lorsque les œufs éclosent, le mâle émeu devient un père dévoué, protégeant et guidant ses petits pendant les difficiles premiers mois de leur vie. C'est une mission intrinsèque que la nature leur a confiée, assurant que la prochaine génération grandisse et s'adapte au terrain aride, un témoignage du sacrifice parental. Des chemins souterrains commencent à se révéler, œuvre de l'architecte Wombat. Contrairement à l'énergie de l'émeu, le wombat est un maître de la patience et de la persistance sous terre. Avec un corps robuste et un pelage épais de couleur marron ou gris, le wombat pèse généralement entre 20 et 35 kg et mesure de 70 à 120 cm. Ils habitent principalement les régions arides et les forêts d'arbustes. Avec ses griffes fortes et ses pattes courtes mais puissantes, le wombat possède une capacité impressionnante à creuser. Il construit seul des systèmes de tunnels complexes et résistants qui peuvent atteindre 3 mètres de profondeur et 30 mètres de long. Ces terriers ne sont pas seulement des abris, les protégeant de la chaleur pendant la journée et les gardant au chaud la nuit, mais servent aussi de forteresse contre les prédateurs. Dans cet environnement aride, le wombat a développé une capacité efficace de consommation alimentaire. Avec un système digestif d'environ 10 mètres de long, il parvient à absorber au maximum les nutriments des aliments les plus simples. Son régime alimentaire est composé principalement d'herbes, de racines et d'arbustes, des types d'aliments secs et peu hydratés. Un wombat peut survivre de nombreux jours sans boire d'eau. Il tire la majeure partie de l'humidité directement des aliments, une capacité de survie impressionnante dans une région où l'eau est rare, une alchimie de la subsistance. Ces architectes souterrains jouent un rôle crucial dans la préservation de la biodiversité de l'Australie. Les terriers profonds qu'ils creusent servent d'abri à de nombreuses autres espèces plus petites, les protégeant des conditions climatiques extrêmes et des prédateurs. L'excavation des wombats améliore également la fertilité du sol, favorisant la croissance des plantes même dans des environnements arides. De plus, en se nourrissant d'herbes et de racines, ils aident à contrôler la végétation, maintenant l'équilibre naturel et réduisant le risque d'incendie de forêt, une danse de l'équilibre écologique. Apparaissent devant nous les forêts luxuriantes d'eucalyptus. Elles sont un symbole unique et indispensable du continent australien. Ces forêts s'étendent presque à l'infini, couvrant environ 78% de la superficie forestière de l'Australie, libérant un doux parfum et adoucissant l'atmosphère environnante, un souffle de la terre.
C'est le foyer d'environ 80 000 à 100 000 koalas, les animaux les plus célèbres et adorables de cette terre. Avec leur démarche lente, leurs yeux paresseux et leur corps doux, le koala semble incarner toute la paix et la tranquillité que la nature lui a accordée. Ce marsupial caractéristique, que l'on ne trouve qu'en Australie, passe la majeure partie de la journée à dormir, environ 18 à 20 heures, en raison de son régime alimentaire spécial à base de feuilles d'eucalyptus. Ces feuilles-ci contiennent des toxines naturelles et ont une très faible valeur nutritive, ce qui éloignerait tout autre animal. Mais la nature a doté le koala d'un système digestif unique pour relever ce défi. Ils ont évolué avec un cæcum pouvant atteindre 2 mètres de long, ce qui leur permet de fermenter et de traiter les toxines, aidant leur corps à absorber le minimum de nutriments de ces feuilles déficientes et difficiles. Le secret du mode de vie calme et lent du koala est alors révélé. Ils économisent l'énergie au maximum, survivant avec la nutrition rare de leur régime alimentaire, une méditation sur la sobriété. Satisfait de ce qui lui a été donné, le koala vit sans souci au sommet de son habitat, en pleine harmonie avec son environnement. Le koala survit de manière tranquille, humble et satisfait de l'essentiel. Cependant, son foyer n'était pas toujours sûr, car les flammes peuvent tout consumer autour de lui. Mais au milieu des adversités de la nature, le koala vit en harmonie, existant comme une partie d'une œuvre parfaite que l'univers a conçue. Dans la sérénité de l'eucalyptus, le koala est plus qu'un symbole de l'Australie. Il représente la patience et la gratitude, une leçon que la nature nous offre silencieusement, un murmure de la sagesse. Dans ce même monde silencieux se distingue l'un des oiseaux les plus vibrants et colorés d'Australie, le kakatoès. L'environnement semble prendre vie et devenir beaucoup plus lumineux avec sa présence. On les trouve fréquemment parmi les arbustes et dans les forêts côtières. Les kakatoès sont inconfondables, avec leur plumage blanc impeccable et une crête voyante qui se dresse chaque fois qu'ils sont excités ou en alerte. Les kakatoès ont une apparence vibrante mais sont également célèbres pour leur intelligence exceptionnelle. Les kakatoès peuvent vivre entre 40 et 60 ans dans la nature et atteindre jusqu'à 45 cm de longueur, avec une envergure d'ailes pouvant atteindre 1 mètre. Ils sont capables d'imiter des sons, d'apprendre de l'environnement et même de résoudre des problèmes de manière créative, une sagesse des airs. Vivant en grands groupes, les kakatoès se rassemblent fréquemment au sommet des arbres et chantent en chœur. Leurs cris peuvent être entendus à des kilomètres de distance, comme des clameurs pleines de vie qui résonnent dans l'immensité. Ces sons ne sont pas seulement des formes de communication, mais aussi une partie de l'écosystème alertant d'autres espèces sur les menaces et maintenant l'équilibre naturel, une symphonie du désert. Pour les peuples aborigènes, le kakatoès est un oiseau proche et vénéré, présent dans de nombreuses légendes. On dit que sa crête est un symbole de connexion avec les forces cosmiques, comme des couronnes naturelles accordées par la vie. Dans les histoires, le kakatoès agit fréquemment comme un messager entre le ciel et la terre. Il apporte des avertissements ou de bons présages, étant un symbole de sagesse et de ruse que la nature lui a généreusement accordé, une oracle ailée. Vous serez sûrement surpris d'apprendre que cet oiseau possède une force de morsure allant jusqu'à 350 PSI, comparable à celle d'un grand chien. Avec son bec puissant, il brise les graines avec facilité. Ses pattes agiles lui permettent de tenir et de manipuler la nourriture, facilitant une interaction habile avec l'environnement hostile. L'intelligence du kakatoès n'est pas seulement la fierté des forêts, mais aussi une leçon de dextérité et de joie de la nature, même face aux défis rigoureux de la vie, un témoignage de l'esprit indomptable. Pénétrons les forêts tropicales humides du Nord, où l'humidité dense enveloppe tout et la vie s'épanouit intensément. Connu comme le poumon vert du
continent australien, ces forêts abritent un écosystème diversifié et complexe. Dans la grandiose symphonie de la forêt tropicale se distingue une créature imposante et énigmatique. Le casoar, un oiseau d'apparence féroce et pleine de mystères. Le casoar est l'un des plus grands oiseaux du monde, pouvant atteindre 1,80 m de hauteur et peser jusqu'à 60 kg. Avec son épais plumage noir, son cou bleu et une crête osseuse distinctive sur le dessus de la tête, le casoar ressemble à une créature sortie de l'ère préhistorique. Cette crête n'est pas seulement un détail marquant, mais aussi un outil essentiel, l'aidant à se frayer un chemin à travers les branches et les arbustes denses de la forêt, en plus d'être un symbole de domination dans son environnement sauvage. Malgré son apparence taciturne et lente, le casoar peut devenir extrêmement agressif lorsqu'il est menacé. Il est connu comme l'un des oiseaux les plus dangereux du monde. Le casoar peut asséner de très puissants coups de pied avec ses fortes pattes arrière et utiliser ses griffes acérées de jusqu'à 12 cm comme arme de défense. Chaque coup peut causer de graves blessures à tout ennemi ou même aux personnes qui s'approchent trop près. Sa crête majestueuse et ses griffes acérées semblent un don de la nature, dotant cet oiseau de force et de courage. Dans le monde du casoar, l'agressivité n'est pas seulement un instinct, mais une stratégie pour défendre sa vie dans les conditions adverses de la forêt dense. Le casoar porte également la mission de régénérer et de protéger la terre qu'il appelle son foyer. Son régime alimentaire, composé principalement de fruits, y compris ceux à grosses graines dures que d'autres animaux ne peuvent consommer, joue un rôle crucial. Lorsque le casoar avale le fruit entier, la graine passe par son système digestif et est déposée dans un endroit éloigné de son point d'ingestion, aidant à disperser les espèces végétales dans la forêt. Ces forêts tropicales denses dépendent en grande partie du casoar pour maintenir leur richesse et leur diversité, car il agit comme un planteur de forêt naturelle, un jardinier silencieux. Si le casoar est le gardien de la forêt verte, alors les eaux devant nous sont le domaine d'une créature encore plus redoutable, un prédateur immense et impitoyable capable d'abattre tout être vivant d'une seule morsure. C'est le territoire du crocodile marin. Lorsque le casoar avale le fruit entier, la graine passe par son système digestif et est déposée dans un endroit éloigné de son point d'ingestion, aidant à disperser les espèces végétales dans la forêt. Ces forêts tropicales denses dépendent en grande partie du casoar pour maintenir leur richesse et leur diversité, car il agit comme un planteur de forêt naturelle, un jardinier silencieux. La vie autour semble stagner et la surface tranquille de l'eau continue d'attirer de petits animaux. Sans un seul son, sans une ondulation, seuls ses yeux perçants attendent le moment parfait. Et puis, en un clin d'œil, le crocodile marin se lance avec une vitesse terrifiante, ouvrant ses énormes mâchoires. Avec une force de morsure allant jusqu'à 3700 PSI, la plus puissante du règne animal, il mord la proie avec une précision absolue. Le bruit de l'impact est sec et décisif, et la proie, sentant pour réagir, est traînée directement au fond de la rivière, subjuguée et dominée en un instant brutal, une frappe de la force primordiale. Seule l'Australie se distingue par la capacité du crocodile marin à vivre à la fois en eau douce et en eau salée, des rivières et marécages tranquilles aux eaux salées de l'océan. Cette capacité unique d'adaptation en fait le souverain absolu de tous les écosystèmes aquatiques de ce pays. Chaque endroit qu'il traverse porte une quiétude sombre et menaçante. Dans la grande tapisserie de la création, chaque être a une mission et un rôle spécifique, même les plus implacables. Le crocodile marin protège le cycle naturel en maintenant l'équilibre écologique. Il contrôle la population de proies, comme les poissons et les amphibiens, les empêchant de se reproduire excessivement et d'épuiser les ressources naturelles, un régulateur de la vie. Les forêts denses et anciennes plongent dans un épais brouillard, et les vallées profondes sont enveloppées d'ombre.
Bienvenue sur l'île de Tasmanie, une terre isolée au sud de l'Australie. Des montagnes rocheuses acérées, des rivières impétueuses et de vastes marécages font de ce lieu à la fois un paradis sauvage et un labyrinthe exigeant. Dans l'atmosphère froide et humide, la nature semble défier toute créature qui oserait y poser le pied, transformant la Tasmanie en un monde presque inaccessible à l'être humain. Et personne ne comprend cela mieux que les diables de Tasmanie, un véritable survivant dans la beauté menaçante de cette terre australe. Le diable de Tasmanie, également connu sous le nom de Sarcophilus harisii, est le plus grand marsupial carnivore et un symbole vibrant de cette terre. Bien qu'il ne pèse qu'entre 6 et 8 kg et mesure environ 60 cm de long, il est célèbre pour son cri effrayant qui résonne dans les forêts pendant la nuit. Il est à la hauteur du nom que la nature lui a donné, étant la véritable terreur de la Tasmanie. Inconfondable, il possède un corps musclé et un pelage noir mat, un odorat aiguisé qui s'étend sur 1 kilomètre et une férocité remarquable dans la recherche de nourriture. Les petits parviennent à grimper aux arbres, mais cela devient plus difficile à mesure qu'ils grandissent. Un fait qui nous surprendra sûrement est que les adultes peuvent, en cas de faim extrême, dévorer les petits. C'est pourquoi la capacité à grimper peut être une adaptation pour que les jeunes s'échappent. Le diable de Tasmanie sait aussi nager et a été vu traversant des rivières de jusqu'à 50 mètres de large, y compris des eaux glacées, une grande habileté. C'est une espèce prédatrice qui chasse au crépuscule et à l'aube, passant la journée cachée dans les arbustes ou les terriers. Le diable de Tasmanie possède des dents puissantes et une structure musculaire mandibulaire spéciale, permettant une morsure d'une force allant jusqu'à 553 newtons. Cette force est suffisante pour broyer des os, et il consomme la proie entièrement, y compris de grandes carcasses. Grâce à cette capacité, le diable de Tasmanie est le nettoyeur naturel de l'écosystème de Tasmanie. En consommant les carcasses et en empêchant la propagation de maladies provenant des reste, il maintient l'équilibre écologique de l'île. Ce rôle aide à contrôler la propagation des agents pathogènes et à protéger les ressources environnementales de la croissance excessive de bactéries et d'insectes, un régulateur de la vie. Le diable de Tasmanie est un symbole unique de l'île de Tasmanie, son image étant présente sur les logos de diverses organisations et produits liés à cette région. Plus qu'une simple créature indigène, le diable de Tasmanie attire des visiteurs du monde entier, fascinés par son apparence distinctive et son histoire de survie. Laissant derrière nous les ombres mystérieuses de la Tasmanie, notre voyage nous mène vers un monde complètement différent. L'île de Rottnest est la côte ouest de l'Australie. Ici, les rangées d'envahements d'arbres verdoyants et le sable blanc éclatant créent un paysage de pure tranquillité. Au milieu de cette beauté, une petite et adorable créature attire l'attention de tous, le quokka, connu comme l'animal le plus heureux du monde. Le quokka est une petite créature d'une hauteur d'entre 40 et 54 cm et d'un poids d'environ 2,5 à 5 kg. Son sourire naturel, résultat de la structure de sa mâchoire, lui confère une expression toujours joyeuse et heureuse. Bien qu'il ressemble à un petit kangourou, le quokka peut escalader de petits arbres et des arbustes jusqu'à 1 mètre. Son pelage rugueux a une couleur brun grisâtre, s'estompant vers un ton brun jaunâtre sur la partie inférieure. Le quokka est un animal nocturne. Pendant la journée,
il dort parmi les plantes d'acacia, utilisant les épines de ces plantes comme protection et abri. Même en habitant des régions arides, ce petit marsupial s'adapte de manière extraordinaire. Son régime alimentaire se compose principalement d'herbes, de feuilles et de plantes, des sources de nutriments limitées mais suffisantes pour survivre sur les îles isolées et avec peu d'eau. Le quokka est capable de passer plusieurs jours sans boire d'eau grâce à sa capacité d'extraire l'humidité des aliments, une méditation sur la sobriété. Fait curieux, à chaque cycle reproductif, la femelle quokka donne naissance à un seul petit appelé Joey. Lorsque la mère quokka est poursuivie par des prédateurs et porte son Joey dans sa poche, elle peut le laisser tomber au sol. Le petit émet des sons qui attirent l'attention du prédateur, permettant à la mère d'avoir une chance de s'échapper. Connaissez-vous un autre animal qui utilise également ses petits pour distraire les prédateurs en situation de danger? Partagez avec nous dans les commentaires. La renommée mondiale du quokka, grâce à son sourire unique, a attiré des visiteurs du monde entier à Rottnest pour le voir de près et prendre des photos. Cependant, cette apparence adorable sert aussi de rappel de la fragilité de son habitat. Actuellement, les quokkas n'existent que sur quelques îles au large de la côte ouest de l'Australie, avec une population estimée à environ 7500 individus. Le petit écosystème dont dépend le quokka subit des changements graduels. Entre les lacs cristallins et les rivières sinueuses de l'Australie, on trouve un paysage de paix et de grâce. Le cygne tête de mule, également connu sous le nom de Cygnus olor, est un élégant cygne blanc avec une envergure d'ailes pouvant atteindre 2,4 mètres et une longueur d'environ 1,5 mètre. Le cygne tête de mule se distingue par son plumage blanc impeccable, son cou svelte et son bec orange vif orné d'un petit bouton noir à la base. L'agilité qu'il exhibe en glissant sur l'eau est remarquable. Le cygne tête de mule a un fort instinct protecteur, c'est l'un des oiseaux les plus territoriaux. Pendant la saison de reproduction, il n'hésite pas à utiliser ses ailes robustes pour défendre son nid contre les intrus, même des espèces beaucoup plus grandes. Le cygne tête de mule est célèbre pour son incroyable loyauté. Ils forment généralement des couples pour la vie, construisant ensemble le nid avec de l'herbe et des arbustes sur les rives, où ils protègent et soignent les petits jusqu'à ce qu'ils soient prêts à vivre de manière indépendante. Le cygne tête de mule est célèbre pour son incroyable loyauté. Ils forment généralement des couples pour la vie, construisant ensemble le nid avec de l'herbe et des arbustes sur les rives, où ils protègent et soignent les petits jusqu'à ce qu'ils soient prêts à vivre de manière indépendante. Ainsi, au fil des saisons, le cygne tête de mule devient un véritable jardinier des zones humides, modulant avec délicatesse la densité végétale pour offrir abri et lumière à d'autres espèces aquatiques, des amphibiens cachés dans les roseaux jusqu'aux poissons en quête de courants oxygénés. Chaque battement de ses ailes déclenche un frémissement dans l'écosystème, un rappel discret que tout est relié, que tout coexiste. Dans la culture humaine, le cygne blanc a longtemps symbolisé la pureté, la fidélité et la transformation. Son silence majestueux sur l'eau évoque des états méditatifs, une forme de paix intérieure que les poètes comparent au calme absolu de l'âme face au tumulte du monde.
Même dans les rêves collectifs, il incarne une dualité subtile, entre force et douceur, entre enracinement et légèreté. L'image du cygne qui veille sur son nid, le regard tourné vers l'horizon brumeux, devient un archétype ancien, un symbole de protection lucide et de foi silencieuse en la continuité de la vie. À travers lui, la nature nous enseigne une vérité délicate. L'élégance n'est pas futilité, mais un langage silencieux de la sagesse écologique. Préserver les cygnes, c'est sauvegarder un fragment vivant de la poésie terrestre, là où chaque plume reflète l'ordre sacré du vivant. Dans ce monde coloré, nous trouvons une créature au pelage vibrant, le renard roux, connu sous le nom de Vulpes vulpe. Introduit en Australie au milieu du XIXe siècle, le renard roux a rapidement prospéré dans ce nouvel écosystème. Avec son pelage roux intense, sa longue queue épaisse comme un pinceau et son regard perçant, il a une apparence à la fois charmante et menaçante. Pesant entre 4,5 et 8,7 kg et mesurant environ 90 à 105 cm, queue comprise, le renard roux possède une combinaison de charme et de danger. Le renard roux est un prédateur extrêmement polyvalent, capable de consommer une large gamme d'aliments des petits mammifères et insectes aux déchets et restes de nourriture humaine. Dans l'écosystème australien, le renard roux a eu un grand impact, représentant une sérieuse menace pour les espèces indigènes et les petits marsupiaux. Il chasse principalement pendant la nuit. Le renard roux est un prédateur extrêmement polyvalent, capable de consommer une large gamme d'aliments des petits mammifères et insectes aux déchets et restes de nourriture humaine. Dans l'écosystème australien, le renard roux a eu un grand impact, représentant une sérieuse menace pour les espèces indigènes et les petits marsupiaux. Il chasse principalement pendant la nuit. Malgré son statut de prédateur invasif, le renard roux exerce aussi, dans certaines régions, un rôle inattendu. En contrôlant les populations de rongeurs invasifs et d'insectes ravageurs, il influence parfois indirectement la régénération de certaines plantes indigènes. Cette dynamique ambivalente illustre la complexité de chaque être vivant dans l'équilibre délicat de l'écosystème. Dans les zones agricoles, certains agriculteurs reconnaissent la présence du renard comme une forme de régulation naturelle, réduisant la nécessité d'interventions chimiques. Il devient alors un agent discret de la lutte biologique, bien qu'en tension constante avec les besoins de conservation des espèces locales. La figure du renard, dans les récits anciens, est souvent associée à l'astuce, au cri, à la ruse et à l'instinct de survie. En Australie, il incarne un paradoxe moderne, celui d'un survivant brillant mais étranger, qui révèle à la fois la résilience de la nature et les fragilités que nous avons introduites dans ces systèmes. Le renard roux nous interroge. Où s'arrête l'équilibre? Où commence la perturbation? Sa trajectoire impose un devoir d'écoute envers les dynamiques naturelles et rappelle que chaque introduction, même minime, peut bouleverser les cycles silencieux du vivant. Avec son pelage flamboyant, ses oreilles dressées toujours à l'écoute et ses mouvements souples comme une danse, le renard roux attire tous les regards. Son charme est indéniable, presque envoûtant. Mais derrière cette beauté se cache une présence qui dérange, qui interroge. Et vous, que ressentez-vous en le regardant? Est-ce pour vous un animal adorable ou détestable?
Loin des terres rouges et des forêts d'eucalyptus, un autre maître de l'adaptation évolue dans l'immensité bleue de l'océan au large de l'Australie, le requin bulldog ou Carcharinus leucas. Ce prédateur solitaire traverse les plaines sous-marines, nage entre les colonnes de lumière et d'ombre dans les profondeurs mouvantes du Grand Bleu. Il s'adapte aux pressions, aux courants et au silence, là où peu d'yeux humains osent s'aventurer. Compact et puissant, avec un museau arrondi et une mâchoire robuste, le requin bulldog incarne une force taillée pour les grands espaces marins. Dans l'océan ouvert, il avance sans précipitation, comme mu par une mémoire ancienne gravée dans ses nageoires. Contrairement à d'autres espèces, le requin bulldog ne forme pas de grandes meutes. Il préfère la solitude méthodique, dessinant son propre territoire dans l'immensité bleue. Il n'est ni impulsif ni hasardeux, chaque mouvement est ancré dans un instinct séculaire. Femelle imposante, la mère donne naissance à ses petits, loin des regards, dans les replis calmes de l'océan profond. Elle ne pond pas d'œufs. Les petits naissent vivants, déjà prêts à affronter le courant. Pendant les premières heures, les petits restent proches de leur mère, instinctivement guidés par sa présence. Mais très vite, chacun trace sa propre voie. Il n'y a pas de soins prolongés, seulement un début protégé, puis la mer, vaste et exigeante. Leur croissance est rapide, mais leur apprentissage est solitaire. Ils apprennent à lire les courants, à sentir les vibrations, à décoder les silences profonds. L'océan devient leur seul maître, vaste, impassible, mais juste. Ce processus n'est pas un abandon, mais une tradition inscrite dans l'espèce. Devenir autonome dès les premiers jours, affronter l'inconnu avec l'héritage des générations passées dans le sang. Dans les eaux bleues et profondes, chaque jeune requin bulldog porte en lui une promesse ancienne, celle de survivre sans guide, de grandir dans le silence et de perpétuer la présence d'un maître discret de l'océan. Prédateur au sommet, le requin bulldog régule les équilibres invisibles des écosystèmes marins. En contrôlant les populations de proies, il façonne la santé des océans, non par domination, mais par nécessité. Chaque battement de sa nageoire est un rappel. Dans la nature, même la force brute peut être une forme d'équilibre. Là où l'océan devient indigo profond, là où les rayons du soleil n'atteignent plus que par éclats, tremblants, évolue une silhouette d'ombre et de puissance. Le grand requin blanc, Carcharodon carcharias. Avec ses 2 tonnes de masse vivante et jusqu'à 6 mètres de long, il est l'architecte silencieux des chaînes trophiques marines. Son corps fuselé fend l'eau comme une flèche de muscles et d'instinct. Il n'a ni maître ni rival, seulement le souffle ancien de l'océan pour complice. Contrairement à sa réputation d'implacable prédateur, le grand blanc ne chasse pas au hasard. Il observe, évalue, approche, tel un stratège muet, guidé par des milliers de générations de mémoire hydrodynamique. Il peut attendre immobile aux abords d'une colonie de phoques, pendant des heures, puis en une fraction de seconde, il surgit du néant, un éclair vivant, un fragment brut de l'évolution. Sa mâchoire n'est pas une arme de cruauté, mais un outil de l'ordre biologique. Les requins blancs jouent un rôle essentiel dans la régulation des populations marines. En éliminant les individus faibles ou malades, ils maintiennent l'équilibre invisible du récif, du large, de la vie. Dans leurs yeux d'ambre, il n'y a ni rage ni pitié, seulement la clarté antique d'un monde sans artifice. Le requin blanc n'est pas un monstre, mais un chapitre vivant de la sagesse profonde de l'océan. Protéger le grand requin blanc, c'est préserver l'élégance crue des mécanismes naturels.
Dans l'écho de sa nage, nous percevons un appel, non pas à dominer, mais à coexister, en reconnaissant que même les plus redoutés ont leur place sacrée dans le grand tissu de la vie. Le grand requin blanc avance avec la froideur d'un seigneur des abysses. Cependant, dans les eaux ouvertes, il arrive qu'un autre prédateur croise sa route, un orque solitaire. Le choc est rare, fulgurant, et parfois le géant à la mâchoire d'acier cède. Ce n'est pas l'effet d'un groupe, mais la précision d'un seul. L'orque frappe avec calme, méthode et sang-froid. Le requin blanc, pourtant redouté, devient victime du silence. Dans cette défaite, c'est tout l'imaginaire de l'invincibilité qui se fissure. Dans les abysses, le pouvoir ne crie pas. Il murmure, se cointe, se déplace, change de forme. Le requin blanc nous rappelle que même les emblèmes de la terreur doivent parfois plier, et que l'océan, dans son silence, redessine sans cesse la carte du règne. Alors dites-nous, qui est, selon vous, le véritable souverain des profondeurs ? Le chasseur à la mâchoire d'acier, ou celui qui frappe dans le silence sans laisser de traces ? Là, sous la lumière trouble des eaux tropicales du Queensland, surgit une forme rayée comme un murmure oublié. Le requin-tigre, Galéo cerdo cuvier. Son nom vient de ces lignes sombres qui ornent ses flancs. Des rayures éphémères comme la signature mouvante d'un esprit de l'océan. Pouvant mesurer jusqu'à 5 mètres, il glisse avec une aisance sinistre, fusion parfaite entre masse et fluidité. Contrairement à la brutalité qu'on lui attribue, le requin-tigre ne s'abandonne jamais à la rage. Il explore, teste, interroge, c'est un arpenteur du chaos, un lecteur silencieux des déchets du monde. Son régime alimentaire vaste est le reflet d'un monde en désordre. Poissons, tortues, oiseaux marins, mais aussi pneus, plastiques, carcasses d'oubliés. Ce n'est pas par choix, mais par nécessité adaptative, une réponse muette à la pollution diffuse. Dans les lagons bordant la grande barrière de corail, il navigue lentement entre les ombres colorées. Aucun bruit ne trahit sa présence, seulement l'intuition du vivant. Il n'attaque pas, il répond à l'appel d'un monde qu'il ne comprend plus entièrement. Le requin-tigre est une énigme évolutive, un survivant des eaux chaudes et troubles. En lui, la mémoire du déséquilibre résonne, une mémoire que l'humain aurait tout intérêt à écouter. Car préserver le requin-tigre, ce n'est pas seulement protéger un prédateur, c'est reconnaître les cicatrices invisibles que notre ère a gravées dans les entrailles océaniques. Et peut-être, par là, commencer à guérir ce qui peut encore l'être. Quand le soleil décline et que l'horizon devient flou, le requin-tigre se rapproche des mangroves. Ce n'est pas la faim qui le guide, mais une mémoire hydrique transmise par les courants inscrite dans les marées. Au large, là où la lumière se disperse, il repère une silhouette isolée. Une tortue marine remonte pour respirer, ses mouvements lents trahissent sa fatigue. Le requin-tigre accélère, silencieux. Son attaque est pure, sans rage, juste une mécanique de précision. La mer se referme, le prédateur s'éloigne et l'instant disparaît dans l'oubli des vagues.
Le requin-tigre n'a pas de territoire fixe. Il est l'un des derniers nomades marins. Sa trajectoire dessine une carte mouvante, au gré des températures, des flux, des marées lunaires. Il est la pulsation errante d'un monde liquide. Son ventre blanc reflète le ciel. Son dos sombre épouse l'abîme. Il est à la fois visible et invisible, présence ondoyante entre lumière et oubli. Il traverse les récits des pêcheurs, les mythes insulaires, les peurs collectives. Mais si nous regardons au-delà du mythe, ce que nous voyons n'est pas un monstre, mais un messager. Il nous parle des frontières floues entre vie sauvage et monde humain, entre usage et excès. Dans son regard sans paupières, il n'y a pas de jugement, seulement une invitation, celle de réapprendre à respecter les grands équilibres, même ceux qui nous effrayent. Dans l'aube bleue des lagons coralliens, un éclat d'arc-en-ciel se déplace entre les colonies d'Acropora. Le poisson perroquet, Samscarus spp, artisan discret du récif vivant. Avec ses écailles, aux teintes irréelles, bleu turquoise, vert menthe, rose corail, il semble échapper d'un rêve sous-marin. Pourtant, derrière cette beauté picturale se cache une mission ancienne, bâtir et renouveler le récif. Le poisson perroquet ne chasse pas. Il broute, son bec puissant râpe le corail mort, digère les algues et transforme le minéral en sable. À chaque bouchée, il sculpte le paysage marin. Sans bruit, sans gloire. Il dort la nuit enveloppé d'un cocon de mucus, barrière fragile contre les prédateurs. Là, dans cette bulle translucide, il flotte entre sommeil et vigilance, une méditation ancestrale entre deux marées. Certaines espèces de poissons perroquets changent de sexe au cours de leur vie, comme si leur identité évoluait avec les besoins du groupe. Ils incarnent la fluidité du vivant, la souplesse adaptative du récif. Sans eux, les algues envahiraient les coraux, les récifs deviendraient un pierre morte. Chaque grain de sable blanc sur les plages australiennes porte la signature invisible de leur travail. Le poisson perroquet ne rugit pas, ne chasse pas, ne domine pas, mais il construit patiemment. Il nous enseigne que la beauté du monde ne repose pas toujours dans la force, mais parfois dans l'œuvre discrète de ceux qui façonnent en silence. Dans les recoins éclatants du récif, là où les courants caressent coin les anémones, vit un poisson compact, au regard intense, le baliste, ou triggerfish, gardien irascible des jardins sous-marins. Avec son corps triangulaire, ses couleurs audacieuses et ses mouvements saccadés, il semble être une sculpture vivante, un emblème de volonté dans l'univers fluide. Mais derrière cette forme trapue se cache une vigilance intransigeante. Le baliste ne tolère pas l'intrusion. Lors de la saison de reproduction, il défend son nid comme une forteresse, traçant dans l'eau un cône invisible de territoire. Quiconque s'en approche, comparezando, poisson, plongeur ou tortue, est immédiatement repoussé.
Mais son agressivité n'est pas gratuite. Elle naît d'un profond instinct de survie, d'un attachement viscéral à l'œuf minuscule qu'il veille, d'un rôle ancien dans la symphonie reproductive du récif. Lorsqu'il n'est pas en alerte, le baliste est un brouteur méthodique. Il fouille le sable, retourne les pierres, déloge les crustacés. C'est un architecte caché, sculptant les micro-paysages du fond marin. Ce petit poisson belliqueux, souvent mal compris, incarne une vérité simple. Même les créatures les plus modestes jouent un rôle vital dans la préservation des cycles. Le chaos apparent n'est qu'une autre forme de vigilance. Protéger le baliste, c'est respecter les limites naturelles, les instincts territoriaux qui organisent le vivant. C'est reconnaître que même la colère a sa place dans l'équilibre. L'Australie clôt son histoire de vie sauvage et de survie avec le rire et la vitalité de ses petites créatures. La faune ici est diverse et unique, différente de tout autre endroit sur la planète, mais de nombreuses espèces sont au bord de l'extinction. Quel sera l'avenir lorsque la beauté cachée que la nature a placée sur cette terre devra faire face à tant de défis ? Les changements climatiques et la perte d'habitat sont les principaux facteurs de menace. La température moyenne en Australie a augmenté d'environ 1,4 degrés Celsius depuis 1910, avec une fréquence croissante de sécheresse, d'incendies de forêt et de tempêtes. En septembre 2020, le pays a affronté l'inoubliable été noir, un incendie dévastateur qui a consumé environ 18,6 millions d'hectares de forêt, détruisant l'habitat de plus de 3 milliards d'animaux. Des espèces tout comme le koala et le kangourou ont été gravement affectées, avec plus de 60 000 koalas tués ou sans abri. Les changements drastiques dans les environnements d'eau douce et salée ont provoqué des déséquilibres dans les écosystèmes aquatiques, impactant également le crocodile marin. L'action humaine a dégradé les écosystèmes par la déforestation, la construction et l'exploitation des ressources naturelles. En Nouvelle-Galles du Sud, environ 7,7 millions d'hectares de forêt ont été détruits, éliminant l'habitat de diverses espèces comme l'émeu et le wombat. L'empiètement sur les habitats naturels force les animaux à chercher de nouvelles zones, ce qui augmente les conflits avec les humains et entraîne fréquemment des accidents, comme des kangourous sur les routes ou des chasses pour protéger les terres agricoles. Ce petit poisson belliqueux, souvent mal compris, incarne une vérité simple. Même les créatures les plus modestes jouent un rôle vital dans la préservation des cycles. Le chaos apparent n'est qu'une autre forme de vigilance. Les maladies sont également une préoccupation sérieuse. Le diable de Tasmanie a été gravement affecté par la maladie tumorale faciale du diable, DFTD, un type de cancer qui se propage par contact direct lors des confrontations. Cette maladie a réduit de 80% la population de diables de Tasmanie à l'état sauvage, plaçant l'espèce au bord de l'extinction. D'autres espèces, comme le koala, souffrent également de maladies qui causent dans son moment des infections et diminuent leur capacité reproductive. Notre mission n'est pas seulement de protéger ces animaux précieux, mais aussi de préserver une partie de l'âme de l'Australie.
Actuellement, l'Australie compte plus de 500 aires de conservation, couvrant environ 19,75% du territoire national. Ces lieux protègent les espèces contre le braconnage et la perte d'habitat. Certaines réserves importantes, comme Kakadu dans le nord de l'Australie, abritent diverses espèces sauvages, y compris le crocodile marin. La réserve des Blue Mountains, en Nouvelle-Galles du Sud, est l'un des habitats restants pour les koalas, les wallabies et de nombreux autres marsupiaux. Grâce à ces efforts de conservation, de nombreuses espèces voient leur nombre se rétablir, comme une forme de renaissance que la nature offre généreusement avec conscience et sagesse. Le projet Save the Tasmanian Devil a été mis en œuvre. Le projet a réussi à isoler plus de 700 diables de Tasmanie sains, les maintenant dans des zones sécurisées. Ils sont protégés des menaces, attendant le jour où ils pourront retourner dans la nature, un espoir pour l'avenir. Le projet de conservation Koala Ark a déjà planté plus d'1 million d'arbres d'eucalyptus, aidant à restaurer l'habitat et offrant un environnement sain pour environ 20 000 koalas. Promouvoir la sensibilisation à la préservation au sein de la communauté est aussi une façon de démontrer le respect envers la nature. Le programme Adopter un koala permet aux individus de contribuer à la conservation comme un geste concret pour protéger les précieux cadeaux que la vie nous a offerts. Si vous avez déjà eu l'occasion de visiter la beauté sauvage et grandiose de l'Australie, partagez votre histoire dans les commentaires. Votre expérience sera une source d'inspiration et de motivation inestimable pour les efforts de conservation de la nature et des animaux rares, aidant à préserver cette belle planète pour les générations futures. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines explorations dans la nature sauvage. Des terres arides aux forêts profondes, la survie dans le monde animal réserve toujours des surprises incroyables. D'après vous, quelle espèce saura le mieux survivre ? Partagez votre avis en commentaire.